L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est digne d'un film d'horreur. Pourtant, elle est bien réelle et troublante. Et vous le verrez, 10 ans après, beaucoup de questions restent en suspens. Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire Elisa Lam. Revenons en 2013. Elisa Lam est une jeune femme canadienne d'origine hongkongaise. Elle est étudiante en psychologie à l'université de Vancouver et a alors 21 ans. En janvier de cette année, elle décide de partir en voyage, un peu sur un coup de tête, en Californie. Elle poste beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle y décrit alors son itinéraire. San Diego, Los Angeles, Santa Cruz et puis San Francisco. Avant de poursuivre l'histoire, c'est important de préciser l'état psychologique d'Elisa. En effet, l'étudiante a plusieurs troubles qui l'affectent sérieusement au quotidien, notamment la bipolarité. Ce trouble lui provoque entre autres de violentes variations d'humeur. Néanmoins, voilà quelque temps qu'elle suit un traitement qui lui permet de faire face à cette maladie. Elle prenait environ 4 médicaments par jour pour pouvoir se contrôler. Elisa parlait souvent de sa condition sur son blog et à quel point celle-ci était difficile à vivre. Ça l'a menée par le passé à faire plusieurs dépressions. Malgré tout cela, le début de son voyage se passe bien. Elle visite d'abord San Diego, puis se rend comme prévu à Los Angeles. Là-bas, le 28 janvier, elle s'enregistre dans un hôtel. Mais pas n'importe lequel. Le Cecil Hotel. Cet immense hôtel de 700 chambres a été construit en 1924. À son ouverture, 3 ans plus tard, il était principalement destiné à recueillir des résidents en voyage d'affaires et des touristes. L'établissement était magnifique, dans un style beaux-arts, avec du marbre dans le hall, des vitraux, des palmiers. Bref, cet hôtel avait tout pour devenir un lieu très fréquenté. Néanmoins, vous le savez peut-être, en 1929 aux États-Unis survient un grand krach boursier, nommé la Grande Dépression. Le Cecil Hotel va forcément en prendre un coup. Il résiste tant bien que mal jusque dans les années 40, mais suite à ça, il va sombrer petit à petit. Le temps passant, l'hôtel va acquérir la réputation d'être le plus hanté de tous les États-Unis. Et non pas sans raison. Depuis son inauguration, on y dénombre 18 décès. Des suicides, des overdoses, mais pas que. 2 tueurs en série très célèbres, Richard Ramirez et Jack Unterweger, y ont résidé dans les années 80. Enfin, une autre affaire de meurtre très connue aux USA, celle du Dahlia Noir, aurait des liens très étroits également avec cet hôtel. Bref, j'aurais de quoi faire 5 vidéos complètes juste sur les histoires qui se sont déroulées dans cet hôtel. Mais c'est pas le sujet. Le 31 janvier, la jeune étudiante devait quitter le Cecil Hotel pour se rendre à Santa Cruz pour poursuivre son voyage. Elle devait pour l'occasion appeler ses parents vivant au Canada pour les tenir au courant de son périple. Mais rien. Ceux-ci, inquiets pour leur fille et connaissant ses problèmes mentaux, contactent directement la police. En effet, après vérification, les affaires personnelles d'Elisa sont toujours dans sa chambre, alors qu'elle devait quitter l'hôtel. On apprend par la même occasion qu'à son arrivée, la jeune femme devait partager une chambre avec 2 autres touristes. Mais rapidement, les 2 individus iront se plaindre à la réception de l'hôtel de l'étrange comportement de la jeune Canadienne. Elle se mettait à leur hurler dessus sans raison apparente, ne voulait pas les laisser entrer dans la chambre, et parlait très souvent seul. Ce sont en effet des symptômes connus de la bipolarité. L'hôtel avait donc déplacé Elisa dans une chambre individuelle. Les recherches se poursuivent, et toujours rien. Certains ont vu la femme, depuis portée disparue, se balader seule dans l'hôtel le soir de sa disparition. La propriétaire d'une librairie toute proche dit l'avoir vue et avoir discuté avec elle car elle cherchait des cadeaux pour sa famille. Mais son comportement était tout à fait normal. Quelques jours après, premier coup de tonnerre dans l'affaire. La police publie une vidéo d'une caméra de surveillance d'un ascenseur. Et c'est là que les choses deviennent très étranges. On y voit l'intérieur de l'ascenseur, mais aussi le couloir de l'hôtel. Au début de la vidéo, Elisa rentre dans la cabine et se dirige vers le panneau de contrôle. Elle appuie sur les boutons de différents étages et recule d'un pas en attendant que les portes se referment. Mais rien ne se passe. Quelques secondes plus tard, l'étudiante s'approche prudemment de l'entrée. Puis soudain, elle se penche et passant sa tête par l'ouverture, elle regarde rapidement des 2 côtés du couloir avant de reculer précipitamment. Elle décide de coller les parois de la cabine et même de s'y loger dans un coin. Elle semble avoir très peur. Cependant, l'ascenseur ne se referme toujours pas. Elisa avance lentement vers le couloir en regardant vers la gauche, puis saute brusquement devant elle, espérant peut-être surprendre quelqu'un ou quelque chose. Mais personne n'est là visiblement. Après une vingtaine de secondes, la Canadienne retourne dans l'ascenseur et appuie de nouveau sur plusieurs boutons, pour finalement ressortir directement dans le couloir. Son comportement à ce moment-là est super étrange. Elle essaye d'abord de toucher quelque chose devant elle, puis il semblerait qu'elle parle à un interlocuteur invisible.
Elle reste finalement immobile puis s'éloigne du côté gauche du couloir. C'est alors que la porte de l'ascenseur, restée ouverte tout au long de l'action, se referme finalement. Cette vidéo à l'époque a été un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. La vidéo est tellement troublante qu'elle a marqué beaucoup d'internautes. Ils furent extrêmement nombreux à mener l'enquête et à donner leurs théories. Selon les différentes suppositions, la jeune fille essayait d'échapper à quelqu'un, elle fuyait un fantôme, elle était sous influence d'ecstasy, elle subissait un épisode psychotique dû à son trouble bipolaire, certains disent même qu'elle était possédée par une entité maléfique, ou encore elle s'adonnait au jeu de l'ascenseur, une sorte de jeu qui permettrait de voyager dans le temps ou dans une autre dimension. Je suis moins sûr de celle-là, mais bon, ça vient d'internet. Près de 3 semaines après, l'affaire reste en suspens. Des clients commencent à se plaindre à la réception de la faible pression de l'eau dans leur chambre. Cette même eau était étrangement colorée, elle avait une odeur inhabituelle ou selon certains un goût bizarre. Vous le voyez venir. On envoie alors un employé vérifier les cuves d'eau sur le toit du bâtiment. Cet employé retrouve dans l'un des réservoirs d'eau le corps d'Elisa nue, ses vêtements étant également dans ce réservoir. Je vous laisse imaginer tout ce que ça implique concernant les clients qui utilisaient l'eau de ce réservoir dans leur chambre. C'est tout bonnement immonde. Après autopsie, les médecins n'ont retrouvé aucune trace de traumatisme physique. Il y avait dans son sang des traces de médicaments, mais ceux qu'elle prenait habituellement pour son traitement. Les experts ont alors conclu qu'il s'agissait d'un suicide. Mais vous en conviendrez, tout n'est pas clair dans cette histoire. Comment Elisa a-t-elle fait déjà pour se rendre sur le toit? Un dispositif d'alarme est censé empêcher les clients de s'y rendre, et il n'a pas sonné ce soir-là. L'étudiante aurait pu néanmoins emprunter l'escalier anti-incendie qui lui n'avait pas d'alarme. Encore fallait-il savoir où il se trouve. L'entrée des citernes se situe à 3 mètres de hauteur, et leur couvercle était très lourd, difficile à refermer depuis l'intérieur. Pourtant, au moment où l'employé est arrivé, ce couvercle était effectivement fermé. Enfin, pourquoi aurait-elle d'abord jeté ses vêtements dans la citerne avant d'y plonger? Toutes ces questions restent encore aujourd'hui sans réponse dans cette enquête qui a été classée par la police comme un accident. Mais difficile d'en rester là. Des enquêteurs, en déchiffrant la vidéo de surveillance et son timecode, ont déduit qu'il manquait 53 secondes à la vidéo originale. La minute manquante devient alors le sujet de nombreuses spéculations. Certains pensent qu'un employé de l'hôtel a trafiqué la vidéo, d'autres que la police ou la direction de l'hôtel ont essayé d'étouffer l'affaire. Alors que s'est-il passé en janvier 2013 au Cecil Hotel? Comment expliquer le comportement d'Elisa sur la vidéo de surveillance? Et comment a-t-elle pu être retrouvée dans le réservoir d'eau, endroit si peu accessible? Toutes ces questions restent aujourd'hui en suspens, et peut-être qu'un jour le mystère de cette nuit au Cecil Hotel sera percé.